l'accélération de Raka, personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai, pour la SM Clermont-Auvergne. Salut et bienvenue dans l'épisode 39 de Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de la SM Clermont avec aujourd'hui Christophe Buron, Manu Caillot et Fred Verna. Messieurs, bonjour. Salut Martial. En espérant, messieurs, que cette rentrée des classes ne se transforme pas en rentrée des clashs. Dans un instant, nous nous pencherons sur la charnière New Look de la SM Clermont. Mais pour commencer, 3 infos express. Cela faisait 7 ans que les Clermontois ne s'étaient pas imposés à Bayonne. Je l'ai lu sur le site Sport Auvergne. La dernière victoire de la SM sur la pelouse de Jean Daugé remontait au 18 août 2012, en précisant tout de même que l'aviron bayonnais n'a pas toujours été. Voilà. Il y a eu 3 confrontations depuis, je crois. Oui, il y a eu 3 matchs, donc bon, voilà. très significatif. Il faut relativiser. Mais c'est agréable, Christophe peut le confirmer, parce qu'il était au stade, c'est agréable de voir l'aviron en top 14. C'est une ambiance quand même qui est très particulière. Et qui est Une douceur de vivre du Pays Basque, qui nous manquait. Au mois d'août, en tout cas. Au mois d'août en plus. En tout cas, face à Bayonne, la SM a encaissé l'essai le plus rapide de la journée du top 14. Maxime Lamotte, le talonneur de l'aviron, a aplati dans l'embut clermontois après 143 secondes de jeu. Alors hier, tout de même... sur Sport Auvergne, ça aussi, non ? Ouais. Mais alors, par contre, hier, j'ai vu que le Lyonnais Mignot a failli faire plus fort, mais l'essai a été refusé. Ce qui n'a pas empêché le Loup de battre le Stade Toulousain. Enfin, notons le bon début de saison d'anciens Clermontois, puisque Rémi Lamera a inscrit 2 essais ce week-end avec l'UBB face à Toulon et que Noah Nakaitasi en a inscrit 1 hier avec Lyon. J'ai oublié personne, anciens Clermontois. Saluons Lamera, dont l'air des vignes doit lui faire du bien. Voilà. Ça devait lui manquer. Là, dans une équipe en forme. Oui. Le Bordeaux de 2 Christophe victoires pour Furios, l'UBB. La mayonnaise est en train de prendre. Attention, je sais que Christophe n'est n'est Christophe pas d'accord va nous dire. Attends, il faut attendre. Attendons. Il faut relativiser. Parlons pas de Paturios après le match, s'il vous plaît. Allez, l'épisode 39 du podcast Ici Montferrand se poursuit. Je vous propose, messieurs, d'évoquer la charnière New Look de l'ASM. Alors Camille Lopez en partance pour le Japon et Morgane Parra privé de gazon pour cause de cheville récalcitrante, c'est bien la cheville, on est d'accord. Cheville un petit peu au-dessus, ouais. D'accord. C'est un peu plus compliqué. Donc les postes de demi-mêlée, de demi-ouverture sont assurés en ce début de saison par Charlie Cassan et Jake McIntyre. Que pensez-vous de leur prestation après 2 journées de championnat ? Alors on va faire un rapide tour de table, Fred. Très bonne prestation, je trouve, de l'un et de l'autre. Les contextes étaient quand même très différents. À domicile, la semaine dernière, je pense que le contexte était beaucoup plus favorable. On avait vu un très bon McIntyre pour sa première officielle sous le maillot de l'ASM, très bon surtout dans l'alternance. Moi, j'avais trouvé dans la gestion du jeu. Je trouve qu'il avait vraiment mené le jeu de manière intelligente. Et puis Cassan, on connaît ses facilités pour éjecter le ballon facilement, ses qualités pour attaquer la ligne d'avantage. Alors, il a peut-être été un petit peu plus en difficulté à Bayonne dans un contexte une nouvelle fois plus difficile, mais pour autant je trouve qu'il s'en est plutôt bien sorti. Christophe, cette charnière... T'avais pas dit brièvement là, parce que si on fait tout ça... Pardon, c'est vrai. Je mettrais juste un petit bémol. Attends, vas-y, c'est parti. Non, je mettrais juste un petit bémol. Alors McIntyre, oui, c'est plutôt la bonne pioche. 2 prestations. 2 bonnes prestations, ouais. 2 bonnes prestations. Bon, c'est pas un joueur du Top Gun mondial, mais... je crois que tu avais dit honorable la semaine dernière. Ouais, non, c'est encourageant. Franchement, il me fait penser un peu à Brock James, c'est un peu des profils identiques. Et alors, arrivé au même âge à l'ASM. Les 2 Australiens. 2 Australiens. Sauf que lui, il arrive d'Agen. Donc Brock James arrivait de sa pampa là-bas. Personne ne le connaissait. On l'appelait même James Brock au début, pour dire s'il était connu. Et il est venu, si je dis pas de bêtises, à la place d'un certain McIntyre, Cameron de son prénom, et qui avait décliné au dernier moment l'offre de Clermont. Et donc mon petit bémol, il concerne juste la prestation de Charlie Cassan. Je l'ai trouvé un peu moins à l'aise ce week-end derrière, notamment dans les phases de ruck. Et puis dans l'éjection des ballons, je trouve qu'il a un petit peu tergiversé, pas aidé par les soutiens un peu tardifs offensifs, les soutiens offensifs qui n'étaient pas bien placés ou qui étaient un peu en retard. Mais sinon... Mais un bel essai d'ailleurs. On va y revenir. On va donner la parole à Manu. Alors en 2 mots, ton sentiment sur la charnière. Mes 2 petits camarades ont déjà dit pas mal de choses. J'aimerais bien voir moi McIntyre face
une grosse écurie du championnat. Sur un match peut-être où l'ASM n'aura peut-être pas cette domination qu'elle avait pu avoir à domicile face à La Rochelle ou encore sur la majeure partie, notamment deuxième mi-temps à Bayonne, après cette entame de match compliqué. Donc voir ce que ça peut donner quand l'ASM est sous pression, même si j'ai trouvé qu'il aurait peut-être pu alterner un petit peu plus, chose qu'il avait globalement bien assuré face à La Rochelle. Il aurait peut-être pu jouer au pied un peu plus à Bayonne ce week-end. Je rejoins Christophe concernant Charlie Cassan, que j'avais bien aimé contre La Rochelle, que j'ai trouvé un peu plus en difficulté ce week-end aussi. Mais voilà, après McIntyre, il faut voir aussi qu'il assure au pied. Sur les 2 premiers matchs, il est à 7 sur 9, si je dis pas 8 sur 9 ce week-end. Il a une bonne réussite au pied, il a une bonne longueur et il est assez précis dans l'occupation. Oui, on l'avait vu contre La Rochelle avec l'essai de Betham. Alors justement, on va voir une infographie concoctée par Julien Velay qui montre justement que Jack McIntyre a un taux de réussite au pied de 85% sur les 2 matchs de championnat qu'il a disputés. Et alors ça doit dater de la première saison avec Agen. Il était à peu près à 77%. Alors bon, là il n'y a que 2 matchs, mais c'est dire que c'est plutôt un joueur, et on va d'abord se pencher un petit peu sur lui, sur Jack McIntyre. Je vais juste rajouter un petit point, si tu le permets. Pour moi, l'ASM, depuis longtemps, c'est vrai que Pato Fernandez, entre les blessures, disposait pas forcément d'un deuxième, alors après, ouvreur derrière Camille Lopez. Croisons les doigts, j'espère que McIntyre ne se blessera pas dans les semaines qui viennent. Mais on a quand même l'impression que voilà, derrière Camille Lopez... C'est une bonne alternative, disons. Voilà. Moi, c'est ce que j'allais le dire, c'est pas une histoire forcément de niveau, mais là, il a réussi quelque chose qu'avait quasiment jamais pu faire Patricio Fernandez, c'est aligner 2 matchs d'affilée à l'ouverture. Lors du premier match à La Rochelle, il s'est fait bien secouer le prunier par. Oui, il y a eu un protocole commotion, si je me souviens bien. Commotion, il s'est fait un peu ouvrir. Enfin bon, il a eu puis un plaquage à retardement un peu par derrière. Là, il avait secoué un peu les côtes. Là, non, il a été vite dans le bain, notre ami là. Mais alors, quelles sont ses principales qualités à ce Jack Il n'hésite pas à mettre la tête. Oui, enfin il défend, mais bon, il va pas chercher les joueurs quand même. C'est en ça qu'il ressemble un peu à Brock James, quoi. C'est-à-dire que la défense va pas être son point fort. Ça, Après, c'est pas non plus un Golgoth, quoi. C'est pas un Golgoth non plus, mais bon, Camille Lopez en est pas un. Il est beaucoup plus agressif sur l'homme. Après, comme a dit, je crois que c'est ce que disait Manu, il va falloir voir dans un contexte où les troisième lignes mettront beaucoup plus de pression. En plus, s'il réussit des performances un peu abouties, il va être pisté. Il va forcément faire l'objet d'attention particulière des défenses adverses. Donc là, on va voir. On a vu contre La Rochelle que quand c'était le cas, ça piquait un peu, quoi. Il fallait pas que les passes soient ratées parce que sinon, ça montait fort en face et il pouvait perdre des ballons. On va voir après la Coupe du Monde, une fois que les internationaux seront revenus, dès que l'ASM aura vraiment un premier test face à une grosse équipe au complet, s'il a la chance de jouer, il faudra voir après le choix que fera Franck Azema derrière, mais ce jour-là, il passera un véritable test. Et si ce test est concluant, après il faudra peut-être voir aussi avec Camille Lopez lequel sera titulaire. Sa longueur de jeu au pied est vraiment intéressante. Pour les sorties de camp, j'ai trouvé que ça présentait quand même une alternative intéressante pour l'ASM. Un domaine où pêchait un peu Camille Lopez ces derniers temps. Évidemment. Oui, c'était les critiques qu'on lui faisait ces derniers temps, effectivement. Il a su en plus, en première mi-temps, tu avais raison de dire qu'il est un peu manqué d'alternance. Ils avaient été chercher un peu trop les ballons un peu sur le large et ça c'était pas très efficace. Et je pense qu'ils ont été un peu recadrés à la mi-temps, mais il a su aussi revenir à un jeu beaucoup plus serré dans l'axe avec les autobus qu'il y a derrière, quand ça se met en marche, là, les Nakalewu et Moala et tout là. On l'a vu contre Bayonne en deuxième mi-temps. Voilà, c'est ça, c'est en deuxième mi-temps qu'on a vu qu'il était capable d'alterner, de changer un peu son registre et de jouer un peu différemment. Et c'est intéressant, quelqu'un qui soit capable de s'adapter et de changer de stratégie en cours de match, c'est aussi important, fait partie de l'intelligence de jeu de ce genre d'un ouvreur. Alors on va parler maintenant de son partenaire, donc Charlie Cassan, qui jusque-là, je crois, est depuis 2015 à l'ASM. Premier match, oui, avril 2015. Et il a peu joué finalement, puisqu'il doit compter... Peu de titularisation, puis il a été prêté un an à Bayonne, où c'est un peu plus rodé au haut niveau. Enfin, il était en Pro D2 à cette époque-là, mais il a eu du temps de jeu. Il est revenu. Je dirais qu'il a eu un petit élan qui a été brisé par sa blessure au genou. C'était en novembre 2017, je crois. Contre Northampton. Oui, il met 2 essais d'ailleurs. Là, il était vraiment. Il avait 21 ou 22 ans. Là, je trouvais que c'était vraiment un gars intéressant. Bon, il l'est toujours, mais il a 2 ans de plus. Il a eu cette blessure. Il a fallu qu'il revienne. La Rochelle, moi, ça m'avait bien plu. Sa prestation avait été plutôt sobre et tout.
je trouvais plutôt bon dans l'éjection des ballons, dans la vitesse d'exécution. Il y avait eu un ou deux choix un peu contestables. Là, c'était un peu moins abouti parce qu'il y a eu la grosse pression des Bayonnais dans les zones de ruck. Donc, il a fallu qu'ils s'en défassent et ça n'a pas été évident. Il a un petit peu, je trouve, un peu tardé à sortir des ballons. Il s'est fait prendre derrière ses rucks là. Il s'est fait un peu croquer. Ça tergiverse aussi. Est-ce qu'il n'est pas complètement coupable, mais il est au moins à moitié coupable sur la fin de première mi-temps où là ils doivent enfoncer le clou et tuer le match en première. Enfin, ils doivent prendre l'ascendant à ce moment-là alors qu'il y a 19-19, je crois, ou je ne sais plus combien, 19-17. Ouais. Et là, ils prennent un ballon, un contre terrible avec des rebonds favorables quand ils prennent en dribbling. Les Bayonnais, je ne sais pas si vous voyez le troisième essai Bayonnais. Avec peut-être un demi-mêlée qui met la main sur le ballon là, derrière ses rucks un peu de manière autoritaire aurait peut-être pas perdu le ballon. Voilà. Il faut dire que les Bayonnais ont fait un peu ce qu'ils voulaient aussi sur ces zones-là. Les Bayonnais aussi avaient tendance à critiquer l'arbitre en fin de match pas sur cette action, j'espère. Pas sur cette action, mais sur la gestion de l'arbitrage en deuxième mi-temps, notamment dans les zones de passage au sol. Monsieur Trinini très gentil justement sur ces phases de ruck où il y a eu de nombreuses fautes. Taper sur les ballons, enfin, on l'a vu très, très clairement, les Auvergnats l'échappaient plusieurs fois parce qu'il y avait toujours un pied, une main bayonnaise pour... Alors par contre, je rajouterais concernant Cassan que même s'il n'a pas eu une prestation parfaite, loin s'en faut, c'est un garçon qui lâche pas, qui ne va pas sortir de son match, qui ne va pas faire n'importe quoi. Donc au niveau mental, ça veut dire qu'il a... Ouais, il a quand même le mental. Il est sorti assez tôt dans le match. Je pense que voilà, Azema a voulu apporter peut-être un jeu un peu différent, un peu plus rapide, peut-être un peu plus explosif avec Page. Bon, mais le vol, il a pris un coup. Il a joué quoi, 12 minutes 12 minutes, donc c'était pas évident pour Cassan de revenir. Et là, il a eu la lucidité justement sur cette mêlée à 5, alors qu'évidemment les Bayonnais attendaient de prendre les bulldozers dans le buffet là, avec Nakaleu et Mola. Et là, il a eu la porte et il a su prendre ce trou de souris pour marquer l'essai qui a permis à Clermont de s'imposer. On peut juste rappeler son principal défaut à Cassan depuis plusieurs saisons, c'était le nom des deux gars qui étaient devant lui dans la hiérarchie. Je veux dire, quand ses qualités n'ont jamais vraiment été mises en cause. C'est juste que quand on a Parra et Leto devant soi, bah voilà. Mais alors le but du jeu justement, Fred, pour lui, c'est de se montrer un petit peu. Bah ça, on l'avait clairement identifié. Parce que la Coupe du Monde terminée, il va retourner dans l'anonymat, j'ai envie de dire. Je suis pas sûr. Parra, il est de l'eau, ça va être dur de trouver du temps de jeu. Après, on ne sait pas. Bon, malheureusement, on l'a vu avec Morgan Parra, qui est encore blessé. Des blessures peuvent arriver. Et justement, je trouve que c'est une chance après pour Franck Azema de pouvoir compter sur un joueur comme ça qui a l'expérience, il connaît le championnat maintenant. En cas de pépin, on sait qu'on peut compter sur Charlie Cassan. Donc en gros, il ne se pose pas de questions. Ledlow va revenir en novembre parce qu'il va avoir des vacances après l'élimination de l'Écosse. Il va repartir 2 mois. En février et mars pour le tournoi, donc il y a des fenêtres de tir. Donc il y a quand même il y aura des opportunités. Ouais. Oui, mais alors, quid de Rudy Page? C'est Rudy, Rudy Page, c'est un joker. C'est-à-dire que début novembre, il n'est plus là. Qu'on n'est pas sûr d'ailleurs de revoir, parce que s'il a vraiment une fracture du plancher orbital. On le saura dans les jours qui viennent. Très vite, je pense. Les examens vont être passés aujourd'hui, je pense. On a vu des photos, là, il était bien amoché. Ok, en tout cas, une chose est sûre, messieurs, l'ASM compte 2 victoires en 2 matchs avant de se rendre dimanche à Brive, en Corrèze, au classement général du top 14. Pardon ? Beau département. je suis d'accord. Donc au classement général du top 14 qu'on va voir tout de suite sur cette infographie, l'ASM Clermont est actuellement en 3e avec 8 points derrière Lyon et l'UBB qui eux possèdent 9 points. Vous écoutez ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Dans quelques minutes, le quiz, on va jouer, mais tout de suite c'est l'heure des tops et des flops. On va commencer avec ton top, Fred. Alors mon top, je sais qu'on va y avoir de l'écho avec mon ami Emmanuel. Il va y avoir clash. Moi, figurez-vous, ce sont ces cartons rouges. Ce sont ces cartons rouges distribués de manière très importante, exactement qui se multiplient depuis le début de saison. Je pense que c'est une chose positive, puisque alors on peut toujours mégoter sur la cohérence d'une action par rapport à une autre. C'est vrai que c'est difficile des fois de voir l'intentionnalité, le niveau de la hauteur du plaquage. Pour autant, je trouve que c'est une très bonne chose et que voilà, il faut aller vers la protection des joueurs. C'est une priorité absolue et je trouve que les arbitres maintenant ont bien compris, ont bien intégré ce point-là et c'est une donnée à prendre en considération. Alors effectivement, on verra sans doute beaucoup de matchs se terminer à 14 comme on en a vu lors de ces 2 premières journées. Il faut préciser pour
rajouter à ce que dit Fred que c'est pas des nouvelles règles, hein, c'était directive du corps arbitral du français. Donc d'augmenter la sévérité. Moi, la seule chose que je souhaite, c'est que cette sévérité elle dure sur toute la saison, quoi. Qu'il n'y ait pas, au bout d'un moment, il y a un relâchement. Une certaine cohérence aussi. Qu'il y ait de la cohérence, mais que la cohérence demanderait qu'à ce que la même action soit arbitrée à la 26e journée comme à la première ou la deuxième, où on sait toujours quand sur les différents terrains aussi. C'est quand on vient de prendre une directive, un ordre clair et net en début de saison. Oui, dans les jours qui suivent, on va y compris au niveau international. C'est pas parce qu'on a un maillot noir qu'on peut pas avoir un carton rouge, par exemple. Tout à fait. La réponse de Manu, toi, c'était plutôt ton flop ou... C'est de voir encore deuxième journée. On a vu que la première journée, je ne sais plus combien de cartons rouges avaient été distribués. Et ce week-end encore, on voit des plaquages. Enfin, je suis désolé, mais c'est à se demander si les joueurs le savent. Alors je sais que tu l'avais dit, toi, Christophe, samedi dans les colonnes de la montagne. Les joueurs de l'ASM avaient été briefés par le staff qui avait bien dit de faire attention. Mais quand on voit encore le brévis Bouli-Roi faire un plaquage sur l'arrière Agenais, il se désintéresse totalement de la balle. Il tourne la tête en plus. L'autre fait un soleil, il retombe sur la tête. Mais comment on peut? Il y a le talonneur de Montpellier, je crois, ce week-end encore, qui a un plaquage à la tête. Mais comment les joueurs le savent, ils l'ont vu sur la première journée. Ton flop, c'est plus. C'est de voir encore des gestes comme ça ce week-end. Il y a les plaquages, il y a surtout les déblayages, où les mecs arrivent en planche avec l'épaule en avant. C'est pas un plaquage. Ils mettent même pas les bras. L'exemple de Gabriel avec l'équipe de France avait été assez symptomatique de ça. Le carton rouge le plus débile du week-end, quand même, c'est celui de Goujon, excusez-moi, même s'il est de Combrande et que c'est un gars très sympathique au demeurant. C'est quand même un autre âge, quand même, cette espèce de stamping. J'ai peur qu'on ne le voit pas avant un petit moment. Il risque de prendre cher, là, parce que le coup de chausson sur la tronche à Richie Gray, là, ça risque de lui coûter cher. On en était au top, Christophe. Oui. Alors mon top, moi, c'est la prestation de Mathieu Jalibert, cet ouvreur dont je dis que c'est peut-être le plus doué de sa génération, Ntamak compris, peut-être même Carbonel, du rugby français. C'est peut-être le demi-ouverture qu'on attendait. Il y a 2 ans, c'était un peu trop tôt pour moi. On l'avait lancé un peu trop tôt. Il avait à peine 19 ans en équipe de France. En plus, c'est la première sélection. Il se blesse gravement au genou. Il faut savoir qu'il fallait l'emmener au Japon. Je pense qu'ils doivent se poser la question là. Franchement, je pense comme Christophe. Je pense que. Tant mieux pour l'UBB. C'est dans 21 jours, le premier match d'ouverture. Il peut se passer plein de choses. On en a vécu d'autres. L'histoire des Coupes du Monde avec le 15 de France. J'ai vécu des choses déjà beaucoup plus. Concernant quelques blessures diplomatiques. Pas diplomatiques, mais il faudrait pas grand-chose pour déclarer forfait pour toute la Coupe du Monde à un joueur si franchement il fallait faire une place à ce poste si délicat d'une mini-ouverture. Donc Mathieu Jalibert, il prouve à 21 ans. Alors, c'est quand même un garçon qui est resté 15 mois sans jouer. C'est le même 2 blessures très graves au même genou, donc opération, chirurgie réparatoire et tout ce que vous voulez. Et il est revenu en fin de saison, à partir du mois de début avril. Il lui a fallu 2 mois, voire 3 mois pour se remettre dans le bain, ce qui était normal. Donc, il s'était blessé à Aurillac d'ailleurs. Qu'il n'était pas sur la liste, c'était pas non plus une ineptie. Mais quand on voit son niveau de jeu aujourd'hui, les 2 premiers matchs qu'il fait, un match et demi parce qu'il était remplaçant de Botica lors de la première journée, mais là le match qu'il fait, franchement... énorme. Ah oui. Ton top, Manu? Nos amis cantaliens, nos amis d'Aurillac, qui sont allés s'imposer à Rouen. On sait que les Aurillacois en déplacement, c'est souvent compliqué. La saison passée, ça avait dû attendre la 13e ou 14e journée, je crois, avant de s'imposer à l'extérieur. Et là, voilà, en déplacement chez le promu rouennais, ils se sont imposés. Une victoire qui fait du bien, ça fait 2 victoires. Ils sont sur le podium, donc bravo à eux. Ils ont déjà fait aussi bien à l'extérieur que sur toute une demi-saison. Sur une demi-saison à l'extérieur, ils ont déjà fait aussi bien. Ton flop, on l'a eu tout à l'heure. Manu, ton flop, Fred. Mon flop, c'est à propos du commentateur de TF1, Christian. Je vais l'appeler Christian parce qu'il ne cite jamais les noms de famille des joueurs. Christian Néopuis qu'il commente. Non, c'est un peu désagréable, surtout sur TF1 à la limite, puisque sur TF1, on parle à un public qu'on peut imaginer un peu plus large que sur des canaux plus spécialisés. C'est la mode. Ils font ça avec le tennis aussi. Ils appellent les joueurs par leur prénom. Je trouve ça. C'est totalement illisible et incompréhensible pour le grand public d'appeler les joueurs par leur prénom. Surtout qu'en plus, d'après ce qu'on sait, il n'y a pas forcément de proximité ou de connivence entre le dit commentateur
commentateurs et les joueurs en question. Donc, il les voit une ça fois se tous les justifie 4 ans. Oui, puis on peut pas dire que ça se justifie ce sont pas. de grosses stars, TF1 les joueurs s'intéresse au rugby une fois d'équipe de tous les 4 ans, c'est pas non plus. Voilà, pour autant, en revanche, je pense que ça peut être un petit top, un demi-top aussi. Dimitri Yachvili, super consultant. Je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs. On a quand même découvert ces dernières semaines de très bons consultants. Et Jérôme Casalbou, j'avais trouvé très bon aussi. Et on a Dimitri hâte d'entendre Benjamin Kaiser aussi, qui sera une des doublettes de la Coupe du Monde sur TF1. Christophe, ton flop? Mon flop, on n'en est pas très loin, c'est le sketch qui va avoir lieu ce soir sur TF1 à 20h, dans le direct avec Gilles Boulot. Il faut quand même savoir qu'il y a encore 10 jours, Jacques Brunel s'exprimait, il ne cachait pas ses appréhensions de se retrouver aux 20h de TF1 à commenter la liste. Il y a pas longtemps. Mais il disait qu'il avait un coach qui allait le suivre, machin. Donc c'était bien prévu. Tu penses qu'il y aura une Marseillaise avant? Là, Brunel disparaît des radars, donc il ne sera pas dans la petite lucarne, où il y aura une petite vidéo où il va expliquer, c'est-à-dire sans répondre à des questions. Je pense que c'est ce qui arrange. TF1 en com dit que c'est un concept nouveau qu'ils ont, donc c'est ça. Donc c'est mon flop parce qu'on sent vraiment qu'il a fallu enlever Jacques Brunel de la fenêtre médiatique à une heure de grande écoute sur une chaîne très populaire. Sur la com, ça a été très bien illustré par Jean-Marc Lermé sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on est ridicule, faut utiliser les mots. Oui, par rapport aux Anglais, je ne sais pas si vous avez vu les Anglais, c'était chaque joueur qu'on voyait petit quand ils ont débuté le rugby, puis après avec des images dans leur club formateur. Exactement. Les Gallois, je veux dire, c'est des vidéos qui vous filent les poils, qui vous mettent déjà dans l'ambiance de la Coupe du Monde. Enfin, c'est extraordinaire. Ça rend illisible le message de l'équipe de France. On se dit, tiens, est-ce que c'est vraiment Brunel le chef? Est-ce que il n'aurait pas mieux valu que ça soit Galtier qui vienne s'exprimer? Enfin, on se pose des questions, quoi. Voilà, c'est vraiment. Brunel, c'est le gars qui accompagne Fabien Galtier. Voilà. Allez, ce podcast est bientôt terminé. Avant de nous quitter, on va jouer place au quiz. Alors, messieurs, je vais vous demander de trouver des joueurs de l'ASM qui ont été internationaux. On commence avec un joueur qui compte seulement 2 sélections en équipe de France, mais 2, c'est déjà bien. Ma première cape remonte au 17 mars 2012 à Cardiff face au Pays de Galles. Butin. Oui, j'ai été formé dans l'Est de la France à Metz. Jean Marcelin. J'ai rejoint l'ASM en 2009 avant de prendre la direction de Bordeaux. Effectivement, je suis Jean Marcelin Butin. Je compte une seule sélection chez les Blacks. C'était en 2009, 4 ans avant mon arrivée en Auvergne, j'ai porté le Stanley de l'ASM entre 2013 et 2015. Ma première titularisation avec les jaunes et bleus, c'était le 14 avril 2013 face à Toulon. Et ce jour-là, j'ai marqué 13 des 26 points de mon équipe. Seigno. Oui. Non, j'ai évolué au poste de demi d'ouverture. Et après mon expérience auvergnate, j'ai rejoint les Falcons de Newcastle. Il avait joué à Marseille. J'ai plus rien à Marseille. Comment il s'appelle celui-là? Néo-zélandais qui a joué aux Falcons de Newcastle. Delany? Oui, Mike Delany, merci Manu. De Manu Caillot, on peut l'applaudir effectivement. Allez, je compte 2 sélections sous le maillot du 15 de France. 2. J'ai joué d'abord contre le Pays de Galles en mars 99, puis contre l'Angleterre quelques jours plus tard. Robert. En provenance de Narbonne, j'ai rejoint l'ASM en 2002. J'ai évolué en Auvergne durant 3 saisons au poste de 3e ligne avant de rejoindre Montauban. Effectivement, je suis Marc Reynaud. Allez. Le petit illustré de l'ASM, voilà, toujours. Dernière question. On termine ce quiz avec une citation. On va innover un petit peu. Je vous demande de trouver l'auteur de cette phrase. S'il n'y avait pas eu la 3e mi-temps, je ne sais pas si j'aurais eu envie de jouer les 2 premières. Christophe Juvet. Non. Alors, il aurait pu la faire. Oui, il y en a pas mal qui auraient pu la faire. C'est un joueur qui compte 14 sélections en équipe de France. 14 sélections? Ouais, 14 sélections chez les Bleus. C'était dans les années 80. Les années 80. Ce joueur est passé à l'ASM entre 83 et 87. Oui, Laurent Pardo. Il est né en 1958 au Pays Basque. Bayonnais. Et il a porté les couleurs de l'Aviron Bayonnais. Ce joueur, c'est Laurent Pardo. Eh bien, victoire de Christophe Buron, mais voilà, les années passent et le résultat des quiz ne change pas. C'est le respect des anciens. Voilà. Ici, Montferrand, c'est terminé. En tout cas, vous pouvez télécharger cet épisode sur les différentes plateformes, notamment sur Spotify. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Et à lundi prochain. Ciao. À bientôt. À lundi.